Alors les particularités de cette étape, c'est qu'on quitte une zone tropicale. Ici c'est cocotier, grosse chaleur, humidité, et puis on est au bout de la Caraïbe à peu près. Et on passe à une zone tempérée, perturbée, qui est l'Atlantique Nord. Et donc cette liaison entre ces deux systèmes tropicaux et tempérés fait que la situation météo est toujours un peu compliquée. Comment se fait le passage de la zone tropicale à la zone tempérée? Et puis après, une fois qu'on est dans la zone tempérée, c'est ça qui va nous mener jusqu'à quasiment Lisbonne, en passant d'une manière générale au nord de l'anticyclone des Açores. Le danger de ça, c'est que tu parles de 3 nœuds de courant, quand ici il peut y avoir 20 nœuds de vent. On part avec le courant de Floride qui devient le Gulf Stream et plus loin la dérive nord-atlantique. Donc c'est une eau chaude qui sort du golfe du Mexique et puis qui passe juste devant Miami à 2-3 milles, donc 4-5 km de la côte. Il y a 3 nœuds de courant qui partent vers le nord et puis qui petit à petit vont se diluer, la vitesse va se diluer un peu dans l'Atlantique Nord, mais ça nous amène quasiment jusque dans le sud des bancs de Terre-Neuve. Et donc, est-ce que je reste dedans parce que c'est déjà 3 nœuds de courant ou 2 nœuds de courant plus loin, ou est-ce que j'en sors pour prendre plus de vent? Donc voilà, et si j'ai choisi de rester dedans, comment je reste dedans? Où est-ce qu'il est exactement? Donc on le suit à la trace, et à la température de l'eau, à la couleur de l'eau, et puis avec les infos satellites qu'on peut avoir, on essaie de le traquer. Donc c'est un aimant en plus, mais ce n'est pas la première fois. Il y a pas mal de zones autour du monde où il y a des courants puissants et forts qui influent sur notre trajectoire. Ce qui est important de savoir, c'est que là, on peut traverser l'Atlantique en une dizaine de jours. Donc c'est à peu près la taille d'un fichier météo. C'est une étape du coup qui est assez courte, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres étapes où on ne sait pas vers où on va parce que c'est des courses qui dureraient 3 semaines. Donc là, on a une idée un peu plus précise du temps que ça peut prendre. Le seul problème, c'est qu'on va partir dans du tout petit temps, sous des orages, avec un vent très variable. Et donc les premières heures de course, je dirais même les 48 premières heures de course, on ne sait pas vraiment à quelle vitesse on va avancer. S'il y a 8 nœuds de vent, on marche à 8 nœuds. S'il y a 4 nœuds de vent, on marche 2 fois moins vite, on marche à 3 nœuds et demi, 4 nœuds, et ça fait des très grosses différences sur le timing final. Mais bon, j'ai pas suivi on était au portant, j'ai pas suivi quelle sorte de rotation ou autre il y avait, mais... Les systèmes évoluent, on est au portant normalement, avec des dépressions, des fronts, on surfe un peu les systèmes. Il y a beaucoup de placements du bateau par rapport à des systèmes qui peuvent aller assez vite, donc c'est une des étapes les plus intéressantes. On est peut-être un peu plus agressif, quoique, ça dépend un peu aussi où on est placé. On a vu que Puma, en étant dans la queue de peloton sur l'étape pour aller à Auckland, il avait été très agressif en allant dans les îles japonaises assez nord. Donc voilà, on a l'impression que des bateaux comme Camper sont beaucoup plus conservateurs, et ils essaient de se hisser dans la tête de flotte, ce qu'ils font assez bien, et puis après il reste un petit peu là, mais maintenant on est 4 dans un mouchoir de poche. Il ne reste plus que 3 étapes offshore. Il va peut-être falloir un petit peu mouiller son maillot pour gagner la Volvo. Donc peut-être que des gens comme ça qui étaient conservateurs vont être un peu plus agressifs ou tenter des choses un peu plus extrêmes que ce qu'ils font d'habitude. Quelle route on va appliquer? Celle-là, elle est très bien, mais elle est très risquée par rapport à nos concurrents. Et nos concurrents qui sont éventuellement juste devant, comme Telefonica au classement général, ou juste derrière, comme Peur et Puma. Donc c'est un mélange de tout, et il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est-à-dire qu'un jour, il va falloir verrouiller le jeu, et si on est en tête, se mettre devant et essayer de rester devant. Ça ne sert à rien de gagner avec 6 heures d'avance, hein. 1 minute ou 30 secondes, ça suffit, quoi. Donc c'est avoir l'esprit clair au bon moment, pour prendre la bonne décision, une décision stratégique, une décision tactique. Voilà. Donc c'est ça qui... Des fois la course, elle peut se jouer en 10 minutes. C'est-à-dire on choisit d'empanner ou pas d'empanner, et si on fait le mauvais choix, on peut perdre la course. Là, on attaque la 7e étape, donc ça fait 6 mois qu'on navigue comme des fous, hein. La densité de navigation, elle est super importante. C'est quasiment ça. On passe plus de temps en mer qu'à terre. Donc petit à petit, on s'habitue à ces départs, on a un peu nos marques. Moi, je suis dans une espèce de routine, et puis j'ai hâte de partir parce que je pense que c'est une belle étape au niveau boulot de navigation.
et puis qu'on va vers l'Europe, on se rapproche de la fin, on se rapproche des podiums et des machins comme ça. Donc c'est un truc qui a démarré il y a très longtemps, et puis il faut que ça se termine un jour, et ça se rapproche.